Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans You Talk Too Much, où on parle beaucoup trop de catch, votre émission talk régulière. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis Ringside. Et vous vous demandez sûrement où est passé Tonton Chris. Eh bien, exceptionnellement, il n'est pas là ce soir. Il m'a laissé les clés du studio. Vous le retrouverez bientôt, vous inquiétez pas. Je suis votre présentateur exceptionnel pour ce soir. Et à présentateur exceptionnel, évidemment, il faut un invité exceptionnel. Mais aujourd'hui, on reçoit, tenez-vous bien, un incontournable du catch dans le monde, ou plutôt de la lutte professionnelle, comme on dit au Québec. Il est auteur, compositeur, chanteur, acteur. Il a été la voix française de la WWF, WWE pendant de longues années. Ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, monsieur Jean Brassard. Bonjour Jean, comment allez-vous ? Bonjour Ringside, ça va très bien, je vous remercie beaucoup. Et ça va d'autant mieux puisque je sais maintenant qu'on s'est finalement débarrassé de Tonton Chris pour l'occasion. Enfin, je sais que c'est un travail très difficile de votre côté, mais c'est vrai. On en profite parce qu'il prend énormément de place, ce type. Alors, je sais que vous vous êtes dit, il ne peut pas avoir de la place pour et Jean Brassard et Tonton Chris. Alors, finalement, on est en paix. Ouais, j'ai fait de gros efforts pour pouvoir m'en débarrasser, mais effectivement, c'est fait. Et je sais que ça vous fait plaisir. Et je sais que ça fait plaisir à nos auditeurs on le d'avoir salue, Jean avec nous. On lui dit un gros bonjour et malgré tout, c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous. C'est vrai. Bon, ça, on se moque, mais non. Puis un grand merci à lui parce que sans lui, l'opération, cette émission n'aurait pas eu lieu. Donc je tiens solennellement à le remercier ici. C'est lui qui a lancé les tractations. Effectivement. Toute notre reconnaissance. Et sinon, chez vous, ça marche? Chez nous, ça court même. Ça court? Ah oui, d'accord. Ça court autour du ring. C'est ça. Parce que vous êtes poursuivi par la locomotive de Braun Strowman, peut-être. C'est pour ça que vous courez. Ouais. Non, mais je vis dangereusement. Donc, effectivement, affronter Braun Strowman, ça ne me fait pas peur. Mais courir autour du ring, c'est ma spécialité. Non, je fais le malin. C'est très bien. Mais effectivement. Vous êtes un grand costaud, apparemment. C'est ce qu'on me dit. Oui. C'est connu. Je suis connu dans le milieu pour ma carrure légendaire. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené dans le milieu? C'est moi qui commence l'interview. C'est vous qui faites l'interview finalement, Jean. Bravo. Oui, c'est plus intéressant pour les fans. Moi, on me connaît trop bien déjà. Mais non, Jean, on est très très heureux de vous recevoir. Moi, votre voix, elle a bercé mon enfance, Jean. Je vous cache pas. Ah oui. C'est ce qu'on nous dit toujours. On a bercé notre enfance. Alors, ce qui c'est ça. Je sais, c'est pas très flatteur. Me rendre très très vieux. Mais non, mais c'est parce que je suis très vieux moi-même, Jean. C'est pas le rap. Ah oui, d'accord. Ça me rajeunit pas. Bon. Et oui, vous avez bien compris, c'est bien Jean Brassard que j'ai avec moi. Et vous voyez qu'il a de la répartie déjà. Ce qui m'a déjà envoyé dans les cordes. Bon. Rentrons dans le vif du sujet, Jean. Oui. C'est pas un secret. Du moins, je le pense. Devenir commentateur de lutte professionnelle, c'était pas vraiment votre rêve d'enfant. On va dire que vous êtes arrivé un peu à la WWE par hasard. Oui, en fait, cette petite expression, cette petite phrase que vous venez de sortir, bercer mon enfance, justement rebondit d'un côté du ring à l'autre, d'une corde à l'autre pour moi. Parlant de cordes, ça fait penser à la musique, puisque moi, je suis beaucoup plus, en fait, au départ, dans la musique, dans le théâtre, dans l'écriture, dans la poésie, dans l'improvisation aussi. Et en fait, c'est toutes ces cordes à mon arc qui ont fait que lorsqu'un jour, moi qui vis à Manhattan, à New York, depuis maintenant presque 40 ans, et dont la profession principale et mes poursuites principales sont en tant qu'acteur, en tant que comédien, chanteur. Un jour, un de mes agents m'envoie sur une audition. Elle me dit, elle n'avait pas l'air à très bien comprendre ce qui se passait en fait. Elle me dit, je crois qu'ils ont besoin d'un Français pour une chaîne de nouvelles, les actualités françaises de sport. Bon, d'accord. Alors, je me rends à l'audition et dans le couloir, ils avaient laissé une feuille de notes.
et je regarde la feuille de notes. Il n'y avait pas d'indication de qui il s'agissait. Il y avait simplement des points à relever. On disait parler des tatous de Bam Bam Bigelow et de son nouveau manager Luna Vachon. Je me suis dit, Ok. je veux bien en parler, mais ce serait bien que je sache c'est qui. Et aussi d'un combat qui vient avec Razor Ramon. Vous Razor aviez Ramon, ça aucune fait. idée de qui c'était. Je n'avais aucune idée. Il y avait d'autres, je ne me rappelle pas du reste des notes, mais je dis, bon, alors on va voir. Et justement, à l'époque, moi, je faisais beaucoup d'improvisation. J'étais dans une troupe d'improvisation à l'époque. Mhm. Alors, je suis toujours prêt à dire oui à la proposition. Puis ça me semblait assez loufoque, en fait, les tatous de Bam Bam Bigelow. Ça me semblait pas être tout à fait les actualités Mhm. sportives. Alors, j'entre dans la salle d'audition. Il y avait une dame et un monsieur qui étaient là. Je dis, écoutez, je regrette, j'ai vraiment aucune idée de ce que je fais ici. Alors, on me dit, nous sommes la WWF. Je dis, ah bon? Les animaux, la Alors, protection des animaux. oui, oui, laissez-moi vous redire, je ne sais vraiment pas ce que je fais ici. Alors, ils m'ont dit, écoutez, on cherche un co-commentateur, un co-annonceur pour nos émissions hebdomadaires et possiblement pour nos événements mensuels. Je dis, moi, écoutez, je suis pas du tout dans le milieu. Vraiment, je ne connais rien au catch. Bien sûr, quand j'étais jeune, mon grand-père habitait chez nous et tous les samedis matins à Québec, on écoutait Sur le matelas. Mais ça faisait déjà très longtemps. Alors, elle me dit, écoutez, on a une vidéo de 3 minutes et c'est une vidéo, c'est un match entre Bam Bam Bigelow. Ah, j'ai dit, bon, Voilà, d'accord, je comprends tout. tout Il sera s'explique. accompagné de son manager, Luna Vachon, et de l'autre côté, il y aura Razor Ramon. Bon, alors je dis, je vais me manquer de vocabulaire. Elle me dit, écoutez, tout ce qu'on veut, et ça je me rappellerai toujours, qui est vraiment dans l'essence du travail d'annonceur de divertissement sportif, dites ce que vous voyez, tout simplement. Dites ce que vous voyez. Alors, Bam Bam Bigelow est arrivé. Je dis, mais c'est incroyable, il a le crâne en feu parce qu'il avait les tatous sur la tête. On se souvient bien. Mais Mhm. heureusement qu'il a l'une avant. Enfin, je me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais je me suis lancé immédiatement. Et puis, à la suite de ça, bon, je suis sorti et bon, j'appelais des copains en disant, c'est hyper rigolo ce que je viens de faire. Mais après, je n'y ai pas repensé, tout simplement parce que ça me semblait tellement loin de ce que j'étais ou de ce que je faisais à l'époque. Et puis 2 semaines plus tard, on m'a rappelé, on m'a dit, écoutez, mon manager me dit, il y a un rappel et vous allez devoir vous rendre à Stamford, au Connecticut, où, comme on le sait très bien, sont les studios de télévision et les bureaux de la WWE maintenant et F à l'époque. Mhm. Alors là, je suis arrivé au studio avec, il y avait 10, on était 10 en fait. Et je me souviens, il y avait dans le couloir, et chacun regardait. On n'avait pas nos téléphones, on n'avait pas nos smartphones à l'époque. Hein. Mhm. Alors tout le monde étudiait les prises, les noms des prises et tout ça. Et puis bon, moi j'attendais tout simplement. Et alors on me fait entrer tout d'abord dans le studio de télé. Il y avait un Ouais. type qui était là, qui se présente à moi. Il dit, je m'appelle Raymond Rougeau. Ah. Bon, bonjour, monsieur Rougeau, je vous connais, je me souviens, on regardait votre père quand j'étais jeune, à l'époque, avec mon grand-père, ça me fait plaisir. Alors, ils nous ont donné une petite, disons, comme un petit briefing. Le producteur qui était là, il dit, écoutez, on va annoncer des matchs et vous allez ensemble faire un petit peu de dialogue et tout. Alors, j'ai bien écouté. Et j'ai laissé Raymond prendre les devants et je me suis mis à jouer avec comme si c'était, et parce que c'était une improvisation. Et donc la base de l'improvisation, vous le savez peut-être, mais la règle numéro 1 de l'improvisation, c'est dire oui, encore une fois, à ce qui nous est offert, prendre la proposition et d'ajouter quelque chose et de renvoyer la balle. Oui, Pour oui. ce qui fait qu'on ne joue pas tout seul. Encore une fois, c'est au cœur justement du travail d'animateur, de co-animateur. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on est allé dans le studio radio, dans la boîte radiophonique. On a mis les écouteurs. Ils ont mis un combat
Ils ont fait jouer un combat et on s'est lancé dans le combat, Raymond et moi, puis ça a été bien. Et donc, je suis parti, les autres ont fait leurs auditions et une semaine plus tard, on m'a dit, écoutez, si ça vous intéresse, on aimerait bien travailler avec vous. Et ça a été le début. Ça me rend très émotif pour l'instant parce que, étant donné, vu qu'on a toute l'autre parenthèse de toute cette énorme aventure qui vient de se fermer tout récemment, ça a été si ce n'est la plus folle et la plus merveilleuse aventure de ma vie ou de ma carrière, il n'y a aucun doute. Quand la vie vous envoie une balle que vous ne saviez même pas qu'elle existait pour vous, et que tout à coup, vous vous mettez à découvrir un univers complet, c'est une chose extraordinaire. Ah bah c'est sûr. Bah, magnifique histoire, hein, Jean. Effectivement, ça sort de nulle part et vous prenez la balle au bon. Et c'est parti pour l'aventure. Et nous, de notre côté, on vous découvrait comme ça aux côtés de Raymond Rougeau. Lui, il était là depuis un petit temps. Hein. Effectivement, c'était une ancienne superstar de la WWF. Oui, tout à fait. Il avait une grande carrière en tag team avec son frère Jacques, qui est devenu le Monty. Excellent, le Monty. Catcheur, qui est WWF, WCW. Et vous remplacez Guy Auré, qui est légendaire Guy Auré. Alors peut-être que vous avez essuyé peut-être un peu quelques critiques quand vous l'avez. Ça a dû vous suivre ça quelques années, je pense quand même. Mais bon, on va pas. Je n'en ai aucune idée. Non, parce qu'à l'époque, vous savez, en plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y a pas du tout. On recevait à tous les 3 ou 4 mois, disons, une pile de lettres écrites à la main ou dactylographiées. On lisait ça. En général, c'était des compliments. C'était pas des gens qui allaient dire Monsieur Brassard, s'il vous plaît. Oui, on prend pas sa plume pour dire des. Bon, c'était plutôt rare, quoi. Surtout de prendre le temps d'écrire, d'aller mettre à la poste, trouver les adresses, etc. Alors, c'était un phénomène. On travaillait un peu. On se rendait compte, puisqu'en plus, quand on faisait les événements pay-per-view et qu'on allait sur place dans les auditoriums, dans les grandes salles, on ne se retrouvait pas avec notre propre public à nous. Sauf quand, très rarement, on a été au Québec, à Montréal et à Québec. Là, on était face à face et là, c'était super de rencontrer les fans, d'avoir des vraies rencontres avec les gens. Mais en dehors de ça, moi, je ne suis jamais allé en France avec la WWF. Alors, c'est bien dommage. Effectivement. Comment ça se passait d'ailleurs les enregistrements en règle générale? C'était des sessions d'enregistrement de plusieurs émissions où vous faisiez en direct les choses? Je suppose que c'était plutôt des sessions d'enregistrement, non? Oui, on faisait les Superstars de la World Wrestling Federation et Monday Night Raw pendant presque toute la période où j'étais là. Donc, les émissions hebdomadaires, on les enregistrait parce que on revenait en général, on arrivait le mardi ou le mercredi matin en studio. Suite à, parce que Raw avait mis en boîte, si vous voulez. Et alors, donc, nous, on reprenait les combats et c'était en version aussi un peu plus compacte. Oui, un peu plus résumée. Une version montée, résumée, oui. Et donc, on faisait radio, on faisait les matchs et puis après, on allait dans le studio de télé et là, on rigolait. C'était merveilleux avec Raymond, ça a toujours été superbe. Oui, il y a une complicité qui s'est mise en place rapidement. Hein. Ouais. Vraiment, ça, c'est pas un miracle, mais à quelque part presque. Raymond et moi, oui, on s'est toujours très bien entendus. Alors moi, je me suis retrouvé évidemment, comme j'ai pas besoin de vous le dire, à faire un peu le clown. Mon producteur, notre producteur disait à Raymond, Raymond, alors c'est ça qui va se passer, on doit annoncer ceci, ça et ça et ça. Et Jean, fais ton truc. On a vite compris que vous étiez un peu foufou quand on vous a découvert aux commentaires aux côtés de Raymond, qui du coup est devenu effectivement le commentateur. Il était déjà le commentateur très professionnel, très carré, avec ses expressions bien à lui aussi, mais vous rajoutiez une touche de folie comme ça dans l'émission qui était assez fantastique. Salut, bon. Ça m'a donné une occasion extraordinaire quand même
d'évoluer dans ce monde qui vraiment m'a ouvert les portes. Et j'en suis extrêmement reconnaissant aussi parce que, encore une fois, que je suis arrivé dans ça sans expérience et honnêtement sans intérêt réel, mais la découverte encore a été plus merveilleuse. C'est ça. Tout un Alors, univers. c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Et du coup, à l'époque, vous avez quand même été ringside, hein, comme on dit, à WrestleMania, le plus grand show de tous les shows, le Super Bowl du catch. Comment vous avez vécu cette expérience? Là, vous avez dû vous rendre compte que c'était quand même quelque chose un peu d'hors du commun, la WWE, avec ses hordes de fans. Là, c'est un show quand même extraordinaire, WrestleMania. Qu'on soit fan ou non de catch, ça saute aux yeux. Oui, effectivement, ça n'a... Peu importe, qu'on soit fan ou pas du tout, il n'y a rien de plus époustouflant que de se retrouver avec 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, encore plus, une foule de gens qui... C'est plus un océan qu'un univers, en fait. C'est un bassin avec des vagues incroyables, avec des tumultes, il y a des tempêtes qui circulent là-dedans. Il y a des moments de grand calme où tout le monde retient son souffle. Mais c'est ça un des éléments qui m'a toujours frappé le plus en étant sur place, que ce soit à l'époque du Attitude Era, ou dans les 4 dernières années, le pouvoir incroyable du public et le pouvoir que le public prend et d'influencer ce qui se passe, de diriger le courant et l'écoute que les catcheurs, que les superstars doivent avoir sur place. D'ailleurs, ce qui a été complètement chamboulé, et les superstars ont fait un travail extraordinaire toute l'année dernière, alors qu'ils se sont retrouvés avec littéralement le souffle coupé, avec l'oxygène que donnent les fans sur place, quand tout à coup ils se sont retrouvés à avoir fait en avril dernier, à faire WrestleMania avec personne. C'est tout un changement. Alors, ils se sont vraiment rendus compte, je ne sais pas qu'ils avaient à se rendre compte, mais ça a mis vraiment le point très clair que le public, cette foule vivante sur place, c'est l'autre. Si on fait un match à 2, avec 3 avec l'arbitre, le 4e partenaire, c'est la salle qui est aussi vivante. Exactement. Ouais. Et ça, comme vous le dites, on l'a bien senti sur l'année qui vient de s'écouler, que le public a son importance énorme dans un show de catch. Hein. C'est un show vivant. Hein. C'est pas simplement un combat de sport, comme on pourrait le croire. Ce serait réducteur. C'est vraiment l'événement vivant qui est important dans cette WWF, WWE. C'est ça qu'on aime. Hein. Absolument, oui. Déjà, j'ai un coup de génie quand même de figurer le Thunderdome avec les écrans. Ça a déjà quand même ça a pas mal aidé beaucoup au spectacle. Mais il n'y a rien, effectivement. La foule se fait attendre. C'est ça. Hein. Ah, tout à fait. Tout à fait. Que ce soit dans les entrées, par exemple, avec Bray Wyatt, et quand tout devient noir et que tous les briquets s'allument, les téléphones, les flammes s'allument, sur ce thème musical, c'est extraordinaire comme événement. C'est ça, l'entrée de l'Undertaker aussi, et des choses comme ça. Ça a dû être des moments énormes quand vous étiez à WrestleMania, ces choses-là. C'est énorme, et c'est encore une fois, moi, c'est bon. Il n'y a pas plus grand théâtre aussi. On est dans un monde absolument allégorique, mythique, mythologique à la fois. Et moi, c'est ce qui m'a branché dès le début. Je suis vraiment entré, je me suis branché sur l'aspect théâtral. Il y a énormément de têtes, d'idées qui circulent, qui sont écrites. Quand on pense que tout ce qui se passe sur scène, il y a des gens qui l'ont pensé d'avance, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 mois d'avance, qu'ils ont écrit ça, qu'ils ont composé. Donc, il y a un phénomène d'orchestration en plus, et maintenant encore, où il y a tellement d'histoires qui se faufilent, qui se tricotent les unes aux autres. C'est extraordinaire. Savoir que ça va faire réagir la foule au bon moment et avoir le bon résultat, c'est là tout l'art du monde du catch. Oui, est-ce que ça va marcher? C'est ça. Aussi. Ouais. Alors, des fois, ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne sacrément bien.
Ça fonctionne, oui. Ouais, hein, et là, ça n'a pas son pareil. Hein. Non, mais en fait, le test chez vous. Dites-moi. Pardon? Je vous ai coupé, allez-y. Ah non, j'allais dire, quand ils sont arrivés avec l'idée de l'Undertaker, ils n'étaient pas certains non plus que ça allait marcher. Hein. Ah, c'est donc, sûr. Ouais. Là, sur le papier, un zombie comme ça qui vient, mort-vivant. C'est tout le talent de l'Undertaker lui-même, hein, de Mark Calaway. Ah, il n'y a aucun doute. D'avoir fait fonctionner ce personnage. Et du coup, concrètement, quel est votre souvenir le plus marquant dans les vestiaires de la WWF ou même au milieu de tous ces événements? Évidemment, il y a un moment qui était phénoménal dans l'aspect dramatique, tragique même, où la réalité, le mythe, le théâtre se sont tous rencontrés au Montreal Screwjob. En 1997, à Survivor Series, Raymond et moi, on était là, sur place. Et la fin de ce combat était, encore une fois, je dis, ça résume, le catch, ce que c'est maintenant aujourd'hui, non pas comme la lutte gréco-romaine, mais ça joue constamment justement sur cette ligne fine, cet horizon douteux parfois, embué parfois entre la réalité et le théâtre. Ça encore, c'est l'élément le plus intéressant. Et ce combat où tout a chamboulé en même temps, c'est comme si on ne savait plus dans quel monde on était. Hein, dans ce moment où c'est ça, parce que vous étiez pas du tout au courant. Alors pour rappel, hein, c'est le match entre Bret Hart et Shawn Michaels. Oui. Où Bret Hart perd le match, perd le titre, mais c'était pas du tout. Enfin, du moins lui n'était pas informé qu'il allait perdre. Et il y a eu trahison en fait. Hein, c'était. Parce que Bret Hart quittait la WWF à ce moment-là. Oui, je ne vais pas entrer dans les histoires de coulisses qui sont pas les miennes, mais bon, c'est connu comme étant The Montreal Screwjob. C'est ça, hein? Exactement. Alors, l'entourloupe, un peu pour être poli. Oui, l'entourloupe. Où Bret Hart s'est fait rouler dans la farine, hein, puisqu'il a perdu le match alors qu'ils font sonner la cloche alors qu'il n'avait pas abandonné. Et Shawn Michaels reprend le titre de champion et Bret Hart, alors qu'il va passer à la WCW, se retrouve sans son titre alors que lui ne voulait pas l'abandonner de cette manière. Ça a été expliqué de plein de manières. Et vous n'étiez pas du tout au courant que ça allait se passer? Moi, pas du tout. Non, ni un ni l'autre. Mais évidemment, Raymond, qui connaît ce monde à fond, tout à coup se tourne vers moi et me dit enlève son casque. Il me dit enlève ton casque et il me dit Bret vient de se faire avoir. Oh. Et j'ai encore des frissons en me souvenant. Et donc évidemment c'est un moment marquant parce que comme je disais pour moi c'est là où cette espèce de boule de cristal ça a craqué complètement. On ne savait plus dans quel univers, dans quel monde on était à ce moment-là, dans quelle réalité on était. J'imagine. Au milieu de la foule, avec tout la foule devait être en fureur. Et je crois que Bret Hart a un peu tout cassé autour du ring à ce moment-là, non? Oui, il a tout cassé, il a frappé des coups, il a craché. Enfin, oui, disons qu'il a énormément manifesté. Dans le réel, dans le vrai réel. Il y a encore des gens qui débattent à savoir est-ce que c'était tout un coup monté? Est-ce que Bret était dans le coup aussi? Apparemment, non. Non, d'après de tout ce que j'ai entendu, parce que ça a été couvert en long, en large et en travers par les spécialistes, cette histoire-là. Lui, en tout cas, n'était pas au courant et il espérait bien perdre la ceinture, du moins l'abandonner, je crois, selon ses termes. De façon honorable. Voilà, exactement. Surtout pas face à Shawn Michaels, parce que je crois qu'à l'époque, ils se détestaient cordialement. C'était pas les meilleurs amis, c'est certain. C'est ça, exactement. Vous le sentiez, vous, ça aussi de votre côté, qu'ils étaient en froid, on va dire, ou ennemis, les deux Oui, bon, c'était. Ça se sentait pas plus que ça. Très connu. Oui, si ça ce que je l'ai senti. Vous savez, moi à l'époque,
Bon, si on veut parler de ce qui se passait dans les coulisses, j'étais pas vraiment à l'affût. Moi, j'y étais qu'une fois par mois. Ouais, J'avais le plaisir et le privilège d'être avec Raymond. ouais. Parce que Raymond était connu de tout le monde, je dirais, aimé de tout le monde, tous les collègues, ou à peu près tout le monde. Euh, et donc, je flottais avec lui. Et Moi, j'étais dans son ombre, quoi. J'étais son ombre. Et c'est ça. j'étais très content de ça. Ça ne me dérangeait pas. Et Euh, vous a accepté tout de suite, Raymond? Parce que comme vous étiez pas du tout du sérail, comme on dit, comme vous étiez pas du tout de la profession, vous étiez pas un des boys, comme on dit, lui, ça lui a pas du tout ouais. posé de problème que vous arriviez comme ça, sans plus Ben, d'expérience que Raymond ça m'a au commentaire? choisi. Ah, c'est lui Non, Raymond, qui vous a choisi directement. bon, il y a eu plusieurs, il y a eu des producteurs et tout, mais Raymond vous le dira sûrement, j'étais le choix de Raymond. Raymond voulait D'accord. travailler avec moi et il m'a dit, sans vouloir me flatter moi-même, et il m'avait dit un jour que, en fait, une des raisons principales qui m'avait choisi, c'était parce que j'étais à peu près le seul dans les auditions qui avait vraiment écouté. Ouais. Alors, pour revenir encore une fois justement à cette idée dans l'impro, c'est qu'on a tellement tendance, on veut tellement se faire valoir que on écoute à peine ce que l'autre dit, on est tellement occupé à penser à ce qu'on va dire soi-même ou on coupe, ou on passe par-dessus, ou on revient avec quelque chose qui a rien à voir, c'est du coq à l'âne. Mais l'écoute, c'est primordial. C'est Et le donc, secret. ouais, ouais. Donc, c'était quand même quelque chose d'important. Et pour le reste, bon, je devais avoir d'autres qualités peut-être qui ont fait que ça a ajouté à ce que j'étais son choix. Mais j'ai jamais senti de doute de la part de Raymond. Au contraire, il m'a pris sous son aile immédiatement. Il savait qui j'étais, ce que je savais, ce que je ne savais pas. Je pense qu'il a su aussi voir ce que moi j'amenais, qui était différent, et il a su euh, je- euh, m'intégrer avec ce que j'étais, et non pas tenter que ce que je devienne, de me fabriquer en étant autre que moi. Alors, c'était un bon match. C'est ça, exactement. Oui, donc pas de bizutage, pas de choses comme ça, parce qu'on fantasme souvent sur les vestiaires de la WWF où c'est parfois peut-être un peu compliqué face aux catcheurs, face aux gens qui sont là depuis un bon moment. Vous avez jamais ressenti ça, jamais de souci de pression d'une part ou de l'autre. Non, puis vraiment, on n'était pas. Bon, les superstars se tenaient avec les superstars. C'était Ouais, très divisé. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus intégré. On voit c'est ce qui m'a frappé beaucoup quand on est revenu sur place, justement dans les coulisses, alors ouais, qu'on passe toute la journée du dimanche dans les stades à se balader, à passer au maquillage, à faire les capsules pour le Facebook, à préparer notre mini-intervention devant la caméra. Et tout le monde est dans le catering, tout le monde est au traiteur. Bon, il y a une beaucoup plus grande une espèce de fraternisation euh, entre tous les départements. Et on sent ouais. vraiment, on a l'impression d'être dans un vrai cirque ambulant. Et C'est ça. c'est ce que c'est, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus convivial que ce l'était avant. Ouais, alors c'est Je finalement pense. devenu une grande famille WWE, alors qu'avant vous étiez plus un employé avec d'un côté les performeurs et Oui, puis de l'autre beaucoup plus dans le compartimenté. service. Hmm. D'accord, Ouais, 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 ouais. comme quoi. Bon, il y a énormément de choses qui ont changé aussi au sein de l'entreprise, la façon dont tout se passait, et on le sent. Moi, j'ai toujours aimé travailler pour cette compagnie, WWF, WWE, peu importe. On a toujours été très, très bien traités, on a toujours eu de très belles équipes. Et encore une fois, j'en suis vraiment reconnaissant. D'accord. Et vous diriez que même que ça évoluait plutôt dans le bon sens, du coup. Tout à fait, vraiment, Ok. tout à fait. C'est très agréable. Et en plus, au retour, un aspect qui n'était pas là. Bon, à l'époque, on était Raymond et moi, il y avait les Espagnols qui étaient là,
parfois l'équipe des Allemands qui venaient, et les Américains. Mais maintenant, avec le WWE Network, quand on est revenu, il y avait toute la table internationale. C'est l'ONU du catch. Alors, ce qui était quand même merveilleux de se retrouver avec les Japonais, les Russes, les Portugais, les Chinois, les Hindous. Et vraiment, c'est une belle communauté de commentateurs. C'est une des familles, de la grande famille. Ça a toujours été extrêmement agréable. Oui, parce que maintenant, comme c'est retransmis vraiment à travers le monde, effectivement, à chaque fois, on vous voit en compagnie de tous les commentateurs internationaux. Il y en a une tripotée, hein. Ça, c'est sûr. Alors, il y a une question incontournable, quand même, Jean, qui a été réclamée par Tonton Chris, notamment. Est-ce que vous avez rencontré Vince McMahon, le grand patron de la WWE? Oui, Vince McMahon a eu l'occasion de me rencontrer. Il était très, très heureux. C'est ça la question, j'ai oublié. Est-ce qu'il n'a pas été trop impressionné quand il vous a rencontré? Un petit peu, mais quand même, bon. Et il a rougi beaucoup. Il est arrivé avec il avait ce stylo et une photo de moi qu'il avait trouvée je ne sais pas trop où. Sa main tremblait légèrement. Alors, il m'a dit, Monsieur Brassard, s'il vous plaît, j'ai très bien compris, pas besoin de parler. Bien sûr. En élégance, toujours. Oui, voilà. Non, mais sans blague, oui, bien sûr que j'ai rencontré Vince à plusieurs reprises. Entre autres, encore une fois, parce que Vince aimait beaucoup Raymond. Il a toujours beaucoup apprécié Raymond. Il a poussé Raymond du côté à devenir commentateur. Il a su voir en Raymond quelque chose de très grand. Et donc, il avait déjà un très, très bon contact avec Raymond. Après, donc, quand Raymond m'a présenté, Vince passait de temps en temps quand on y était dans les studios. Bon, c'était jamais de longues conversations, si vous voulez, mais toujours très, très convivial, très, très, très gentil. Et toujours, on se sentait toujours fort apprécié. Et encore une fois, plus récemment, dans les dernières années, dans les stades, un homme qui est, disons, légèrement occupé dans une journée, Vince McMahon, un petit peu. mais qui prend toujours le moment au moins de venir me serrer la main et de dire salut les gars, j'espère que vous allez bien, vos familles vont bien. Alors, vraiment un très chic type. Il n'y a aucun doute. Grande classe. Oui. Ok. Quel génie. Quel génie. Oui, c'est ça, il faut quand même reconnaître. Alors, on va passer aux deux petites questions catch. Est-ce que vous avez un lutteur favori? Il faut qu'on vous pose cette question quand même. C'est trop difficile d'avoir un lutteur favori. Je suis bien d'accord. On ne peut pas avoir un lutteur favori. Disons que ce matin, je pensais en fait... à l'époque, j'ai toujours aimé le personnage de Razor Ramon. Parce que pour moi, il avait quelque chose de... Il faisait penser au BD de Lucky Luke. Il était comme sorti d'une bande dessinée. Avec son cure-dent, avec son type latino. Son phrasé. Il était... J'ai beaucoup aimé. Et j'ai toujours aimé. C'était un de mes favoris aussi quand j'étais à l'époque. Ouais. Stone Cold Steve Austin aussi, qui non seulement à l'époque, en étant avec toute cette espèce de verve et de mini-tempête ambulante, sa façon de marcher en levant les canettes de bière et tout. Et il a en plus gagné mon respect maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait, avec ses émissions qu'il est devenu lui-même comme animateur d'émission. On voit son intérêt marqué pour les autres et son enthousiasme pour les autres et sa connaissance du milieu, sa connaissance du parcours de chacun, de chacune. C'est un type qui m'impressionne beaucoup et que j'admire beaucoup. Ouais, on sent qu'il a le sang, il a le catch dans le sang, comme on dit, et effectivement, il n'hésite pas à mettre en valeur tous les nouveaux talents de la WWE. Oui, c'est assez excellent de ces interviews. Ouais,
Absolument. Et c'est un type qui a d'excellentes valeurs, et c'est très humanitaire, qui intègre beaucoup, pro-diversité, etc. De nos jours, il faut parler, pour moi, de la division féminine, qui, Ah oui, encore une fois, puisqu'on est dans justement, qu'on passe des années 90, qu'on n'arrête pas de rebondir du passé au présent, et on parle des changements. C'est incroyable ce qu'est devenu la division féminine par rapport à ce que c'était dans les années 90. Bon, il y a toujours eu des catcheuses sur le ring et qui ont fait d'excellent travail. Mais à partir disons, jusqu'à ce qui a amené au pay-per-view de l'Évolution en octobre, c'était quoi? C'était 2017, 18? ça doit être ça, oui. Ouais. Pas vous dire de bêtises. Moi, mon seul grand problème dans la vie, c'est que j'ai pas une très bonne mémoire. Ah, Alors, je vous rejoins sur les dates. Je suis très mauvais sur les dates et tout ce qui est chiffres. Oh, Mais bon, c'était terrible. ces C'est eaux-là, hein, vraiment terrible. 2017-2018. Ça change pas Oui, grand-chose à l'histoire. alors, Hein. non. Donc ce pay-per-view, et je me souviens avant le pay-per-view, il y a eu une session photo dans les coulisses où c'était toutes les femmes et il y avait plein d'appareils photo, de caméras. On les sentait elles-mêmes sur cette espèce de podium qu'on avait créé, c'était comme un gâteau à multiples étages. Et elles arrivaient l'une après l'autre, les anciennes, les nouvelles, celles qui ont fait le lien entre deux époques, et qui se regardaient, qui se jaugeaient aussi, qui s'admiraient les unes les autres. Et après, derrière les appareils photo, derrière les caméras, tous les mâles, toutes les superstars mâles qui les regardaient émus, avec admiration aussi. C'était un moment marquant. Vous me demandiez un petit peu plus tôt, un moment dans les coulisses. C'était comme on voyait l'histoire qui s'écrivait devant nous dans le moment présent. Ouais, elle est magnifique cette photo et effectivement, ça marque un grand tournant dans l'histoire de la WWE puisque maintenant les femmes ont leur place et plus que leur place, quoi. Ah oui, quand on pense que Sasha Banks et Bianca Belair ont fait la finale d'une WrestleMania, c'est magnifique. On peut que dire ça, effectivement. Ouais. Ça, on l'aurait pas imaginé il y a encore, allez, on va dire 6 ou 7 ans. Voir les femmes en main event comme ça de WrestleMania, sans même qu'ils en fassent en plus toute une histoire, ça s'est fait assez naturellement. C'est quand même que il y a eu un palier qui a été franchi à ce niveau, clairement. Ouais. Et pour moi, pour revenir un peu sur le point qui est mon catcheur, mes catcheuses préférées, un peu indirectement, mais l'histoire, pour revenir aussi sur le point de comment les histoires sont écrites à long terme, entre Bayley et Sasha Banks en 2020, le développement de cette histoire pendant toute l'année, ces deux catcheuses qui ont été capables de vraiment prendre leur rôle en main, de développer de ça. Quand on pense au personnage de Bayley, qui qui était la petite joyeuse, la petite américaine loufoque, et une transformation complète, changement de coiffure, changement d'attitude complet. C'est quand même, c'est du grand, c'est du rôle du travail d'acteur assez impressionnant aussi. Qu'on leur donne des textes comme ça, ils ont des pages à apprendre, à lire, à dire. Parfois 15-20 minutes avant d'entrer en scène, non seulement d'avoir la pression, d'avoir à repenser le combat, à tout, et d'arriver à parler. Pour moi, Sasha et Bayley ont fait un travail extraordinaire dans ça. Et donc, elles font partie de mes légendes à moi. Et bien, bon, il y en a qui le détestent, mais moi, j'admire beaucoup Roman Reigns. Son retour à SummerSlam, c'était un coup. Un coup. Encore une fois, on s'est fait tout avoir. Tout le monde. Pour moi, c'était... je me souviens, en fait, c'était mon premier pay-per-view que j'ai fait tout seul pendant la période COVID.
Ce qui est une autre expérience. C'est ça, bah oui, ça doit faire bizarre d'être tout seul comme ça et de devoir tenir, ça devait dire 2h30, quelque chose comme ça, sans s'arrêter. C'était 3 heures. C'était 3 heures même. Ouais. Alors c'était vraiment sauter sans, comment on dit, sans filet. Sans parachute et sans filet, ouais. Les deux. Ouais, c'est là qu'on se rend compte que travailler en équipe, effectivement, bon, c'est du ping-pong, un peu la balle continue d'un côté et de l'autre, mais tout à coup, quand on se retrouve tout seul avec la balle et on se la lance, il faut jongler tout seul, c'est autre chose. Mais donc, pour revenir à Roman Reigns, oui, je trouve que c'est un type fantastique. Et je crois et j'espère que Ricochet va continuer de développer sa carrière. Je pense que c'est un type qui a énormément de potentiel. Il y a encore des aspects qu'il doit continuer à travailler. Mais sur le ring, particulièrement sur le ring, je trouve que c'est un type phénoménal. Oui, c'est vrai qu'il est très impressionnant et ça va faire plaisir à Tonton Chris, hein, parce qu'on parle beaucoup de Tonton Chris, mais c'est un des favoris de Ricochet. On se moque beaucoup de lui là-dessus, mais effectivement, il a beaucoup de talent. Donc, il va être très content de savoir que vous appréciez aussi Ricochet. Ouais. Particulièrement pour son travail sur le ring. Au micro, il est moins impressionnant. Disons. Il y a du boulot. Il y a encore du boulot à faire, mais je sais pas, bon, c'est un peu sa personnalité qui je sais pas, il faut trouver. Parfois, on l'a vu avec une faiblesse. Oui. On l'a vu avec Apollo Crews, par exemple, qui était aussi assez transparent pendant de longues années, et là, depuis quelques mois, il explose avec son personnage, alors un peu caricatural, mais mais tout de suite, il est déjà beaucoup. Oui, il a trouvé une souche, il a trouvé sa racine. C'est ça, parfois, ils sont un peu, c'est un petit peu comme disait, qui disait dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est la rose, je pense, qu'il dit, les humains, ils n'ont pas de racines, c'est ça leur problème. Ils se baladent partout. Alors parfois, que ce soit un acteur ou une superstar, ils ont pas encore trouvé leur racine. Ils ne savent pas où est leur souche, leur centre. Une fois qu'ils ont trouvé, c'est là qu'il faut. Parce qu'en fait, même Roman, c'est un peu le cas de Roman Reigns. Roman a toujours été très fort comme personnage. Mais vraiment, ce n'est qu'en 2020, à mon avis, que bang! Là, c'est du solide, c'est du rock. Pas The Rock, mais c'est du rock. Ouais, effectivement. On n'est pas loin de The Rock. Alors, dans un autre registre, hein, mais le charisme est là, hein, on va dire. Et effectivement, il vole l'écran à chaque fois qu'il est sur scène. Hein, ouais. Ah oui, là, il sait absolument qui il est. C'est pas qu'il ne le savait pas avant, probablement. Ouais. Mais. Non, ça c'est. Il freinait peut-être un petit peu pour le faire. Il freinait peut-être pour le faire passer du côté obscur, du côté des méchants, puisque c'était le good guy un peu de la fédération. C'est que c'est toujours un peu périlleux de faire passer. Toujours un peu périlleux de les faire passer du côté obscur. Mais là, on voit que ça fonctionne du feu de Dieu, hein, simplement. Ouais. Et est-ce que vous aviez un match référence, éventuellement, sur cette période? Alors peut-être justement un Bret Hart, Shawn Michaels, je sais pas. Encore une fois, j'ai la mémoire qui flanche de ce côté-là. Un match référence. Non, je ne peux pas dire que j'ai un match référence. Il y avait ce combat, justement, quand Roman Reigns est revenu, le combat entre Bray Wyatt et Braun Strowman qui était très très solide. Et je pense encore une fois du côté féminin entre Sacha, il y avait un combat entre Sacha et Asuka l'an dernier qui était vraiment superbe, je me souviens, c'était tellement fort. Mais je me rappelle. Les femmes ont fait peut-être des matchs plus prestigieux ces dernières années que les hommes au final, hein, je pense. Oui. Dans le côté prestigieux de la chose. Alors parlons un peu de votre carrière un peu en dehors de la WWE, parce qu'il y a un hiatus quand même, hein, à la fin des années 2000, vous quittez la fédération, vous reprenez un peu la route des planches, et vous montez notamment un spectacle sur Yves Montand et sur Charles Aznavour. Aznavour, c'est plus récent. C'est plus récent, hein. Ça vous l'avez emmené jusqu'à Londres, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, les deux.
Tout d'abord avec mon temps, ouais. Mon C'est une temps passion qui... pour vous, la chanson française parce que c'est pas Oui. évident quand même, oui. Moi, j'ai grandi, bon, il y a quelque part où la chanson française et la chanson québécoise de certains, bon, au Québec, la chanson est très importante. Elle est très, elle dit beaucoup de la culture. C'est un élément très important de la culture, une manifestation de la culture, et qui quelque part est aussi branché, qui est enraciné, pardon, de racines dans la chanson française aussi au départ, et la chanson américaine à la fois. Mais on a quand même, on a nos souches dans la chanson française. Et moi, mon père qui n'avait pas grande éducation, qui a fait 1000 métiers, mais qui était musicien aussi, qui jouait de l'accordéon et qui aimait jouer un peu de clavier, qui a toujours été dans la musique. Ma mère adorait la musique. Ma mère adorait Yves Montand. Euh, et bon, j'ai bercé dans la chanson française, dans la littérature française. J'ai toujours aimé cette culture qui a ajouté à ma culture à moi, dont je suis fait aussi. Mais dans la chanson, je sais pas pourquoi, c'est comme ça quelque part, moi je suis des années 60. Bon, je sais pas Mhm. pourquoi, parce que je suis né dans cette époque. Et comme j'aime la littérature, la chanson française des années 50, des années 60, toutes les histoires qui sont racontées avec une poésie extraordinaire, la saveur des mots, tout ce qu'un mot peut signifier sur une musique, cette capacité de raconter des histoires que Aznavour avait de façon extrême, que Barbara, Léo Ferré, c'est des gens que vous Mhm. connaissez probablement même peut-être seulement de nom maintenant, j'ai aucune idée. Oh, Euh, quand même. On a un je petit peu sais de pas, en culture fait. à Ketchup, rassurez-vous. Non, 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 mais c'est vrai. c'est des chanteurs qui sont encore extrêmement connus en France, hein. Oui, C'est mais des écoutez, références, hein. on a fait justement le spectacle de mon temps qui s'appelait Le Gamin de Paris, The Kid Mhm. from Paris, comme on le faisait pour les anglophones. Mais on est venu le faire au festival Oisem l'accordéon de Lille en 2010, en 2013, je ne sais plus. Euh, et dans la rue, à un certain moment donné, une jeune fille, elle était toute jeune, 18, 19 ans, et bon, on dit, ah, vous faites partie du festival, monsieur, blablabla. Bla, bla. Je fais un spectacle sur Yves Montand. Ah, c'est qui? C'est du wow, on n'est vraiment plus dans les mêmes. Ah Il oui, y a, là, il y a- il y a un conflit de génération quand même. Pour nos plus jeunes auditeurs, effectivement. Peut-être que Yves Montand, ça ouais, doit ouais, être un petit ouais, peu ouais. obscur. Mais Mais ça, effectivement, c'est un des mais plus c'est grands chanteurs français. Mm. tout à fait. Bon, qu'il n'a jamais écrit une seule chanson, mon temps. Ce n'était pas qu'un interprète, c'était un interprète absolu. Mm. Contrairement à Aznavour qui a écrit tout, qui a tout écrit, ou Barbara et les autres. Mm. Mais aussi la musique de cette époque qui était effectivement tellement riche dans le texte, et que c'est plus difficile à retrouver aujourd'hui. Je pense en fait qu'aujourd'hui, ça se retrouve plus dans ce qui est rap, dans Mm. ce qui est, vous savez, où il y a vraiment, où le texte est beaucoup plus présent. Et on Ouais. se raconte soi-même, on raconte sa propre expérience beaucoup plus de ce côté-là, alors que dans la chanson populaire, c'est bon, c'est un peu plus léger, disons. Alors voilà, je pense avoir répondu à la question, mais je suis pas certain. Je suis plus certain de la question. Non, on parlait de vos influences, hein, et de savoir si Ouais, il y avait une mais ça passion à restait la très base pour clair. la chanson française. Mm. Oui, et puis aussi même encore, mais encore plus loin, je dis la chanson classique, moi aussi, la chanson la musique de Debussy, de Ferré, les chansons de Ferré, pas de Ferré, de Fauré, pardon, Mm. Gabriel Fauré, la chanson art songs des années 20, de la période du cabaret de Berlin, entre les deux guerres aussi. Je suis très influencé par tout ça. Et dans mes propres compositions aussi, ça se ressent, ça s'entend dans tout ça aussi. Ouais, on sent que c'est une musique qui doit se jouer un peu sur les planches et qui renvoie effectivement à Oui, ce musical, quoi, hein, oui, puis des années. tout à fait aussi, en fait, en termes d'expérience, ce qui est merveilleux pour moi de connaître et d'une part
les grands stades de la WWE avec des milliers et des milliers de personnes. Et cette intimité merveilleuse que dans une salle avec 50, 60, 100 personnes, dans une toute petite salle, et d'avoir en main cette espèce de petit bijou qu'on peut guider, qu'on peut diriger, les moods, l'expérience. Et ça, c'est unique aussi. Et c'est délicieux, tout à fait délicieux. Alors, le spectacle de Montand, on raconte sa vie, et avec des petites vignettes théâtrales et insérées comme une espèce de fil, un peu comme pas un parachute, mais un cerf-volant. Donc, vous jouez, vous chantez en même temps, quoi. Dans le même spectacle. Ouais, voilà, exactement. Ouais, alors ça, c'est un autre aspect de ma carrière. Sinon, donc ça, sur les planches, dans le théâtre aussi, mais aussi en tant qu'acteur dans des séries télévisées, dans des films ici aux États-Unis. Oui, on vous a vu dans Sex and the City, par exemple, House of Cards, des grosses séries. Hein. Moi, je me souviens de vous dans Les Sopranos. Je sais que j'avais sauté de mon siège parce que c'est une de mes séries préférées. Et quand je vous ai vu jouer dedans, je me suis dit, tiens, mais je le connais. Ouais, ça fait très longtemps. Ça fait, ça fait si longtemps. Je ne suis pas si vieux, genre. Law and Order, vous jouez dans The Blacklist plus récemment. Et MacGyver tout récemment aussi. Ah ouais, MacGyver, en fait, c'était incroyable de dire MacGyver. On a tourné en janvier l'an dernier. Mm-hmm. C'était superbe, je me suis vraiment amusé là-dessus. Ensuite, la fin de la semaine, on est allé à Houston pour King of the Ring. Le mois après, on est allé à Philly, Philadelphie. Je suis revenu à New York pour faire le spectacle d'Aznavour. On était revenu de Londres à l'automne. On est arrivé le 15 mars pour faire le spectacle d'Aznavour au Birdland Jazz Club, qui est le club de jazz le plus réputé à New York. Et bang, le lendemain, tout a fermé. Tout a été fermé. C'était comme une année qui allait prendre une énorme envolée. Et puis, on est tombé dans un trou noir qui restait noir toute l'année et qui commence à peine à s'éclaircir. On voit tout doucement la lueur. Mais ouais, non, j'imagine que ça a dû vous faire un drôle de choc. Parce que pour nous, déjà, pour qui notre quotidien, ça change pas. Vous, il y a tout qui tourne autour de ces salles qui sont censées être ouvertes et qui sont désormais fermées. Tout à fait. Les plateaux de tournage, tout. Je devais aller faire des trucs au Québec en plus aussi. Tout à coup, les frontières fermées. Non, ça a tout chamboulé. Il y a énormément de gens qui ont été affectés de façon beaucoup plus difficile, qui ça fait beaucoup de mal, qui ont perdu des gens, très très proches. Moi, j'ai perdu des amis à travers tout ça. Mais bon, quand même, je vais pas juste garder le focus sur moi là-dedans, parce qu'il y a des gens qui ont souffert encore beaucoup plus, mais en espérant que le ciel va s'ouvrir, non pas seulement sous le ciel de Paris, mais sous le ciel de tout le monde, c'est ça. De la planète entière. Tant que ça se termine. Voilà. Et sinon, entre-temps, moi je continue. Je me remets, puisque tout à coup, j'ai appris 3 jours avant WrestleMania cette année que c'était fini pour nous à WWE, pour Raymond et moi, enfin pour le moment. Ce qui quand même nous a coupé le souffle. Mais le souffle est revenu, et puis je me remets j'ai des projets qui se remettent sur pied, particulièrement du côté de la chanson, de la musique. Enfin, finalement, côté télévision aussi, que ça recommence. Mais en plus, vous savez, je suis disponible maintenant à la porte est ouverte à tous les réalisateurs en France ou n'importe où. Si vous voulez me faire participer à vos projets, je suis ouvert. Oui, appelez Jean. Il est là, l'appel est lancé. Il est disponible, profitez-en. Ce ne sera pas tout le temps le cas. Et vous avez tourné aussi avec Barry Levinson. J'avais oublié de préciser dans The Wizard of Lies, aux côtés de quand même Robert De Niro et Michel Pfeiffer. Oui, avec Michel Pfeiffer, justement. Qui était magnifique.
Ouais, quelle histoire. L'histoire de Bernard Madoff. Imagine, ouais, ça avait été tourné avec HBO Mhm. comme les Sopranos, Sex and the City, et la superbe série aussi, John Adams, libre chez vous, mais qui raconte l'histoire de la naissance des États-Unis, de tous les grands, les grands-pères de la Fédération des États-Unis. C'est une magnifique mini-série. John John Adams. Adams. Si vous voulez apprendre, C'est noté. Alors ça, oui, je si vous sais voulez pas si apprendre c'est trop l'histoire, disponible en France, mais allez vous renseigner. si jamais, ouais. C'est sur, c'était HBO aussi, Miley? Oui. Ok, donc ça doit être sur OCS pour la France. Possiblement, en tout cas, si vous trouvez quelque part, je recommande vraiment pas la série comme telle. C'est superbe. Alors voilà. Eh oui. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne dans le catch? Oh, bah, je crois les mêmes choses que vous, hein, ces grandes histoires qui nous poussent à voir ces grands affrontements entre le bien et le mal et le public qui est emmené comme ça dans ces histoires sans fin de la WWE et de la WWF. Uh-huh. À Et l'époque. votre premier souvenir de catch, c'est quoi? Moi, mon premier souvenir, Ouais. c'est Hulk Hogan contre André le Géant. Ah oui. Alors, je sais pas, j'étais tout petit, j'ai pris ça dans la face, comme on dit. Je me souviens que c'est mon frère qui est venu me chercher en me disant: tu te souviens, ce soir, il y a le championnat du monde? Viens regarder. Je savais pas du tout de quoi il parlait. Et en arrivant, bah, j'ai vu débarquer Hulk Hogan. Je l'ai vu affronter André, le géant. Et à partir de là, c'était parti. Je crois que je ne m'en suis jamais remis. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a ce superbe documentaire qu'on a présenté il n'y a pas longtemps sur André le Géant, encore une fois fait par HBO. Ouais. Toujours vraiment sur HBO. Oui, alors c'est vraiment... c'est une très bonne plateforme HBO. C'est un très bon documentaire qui est passé en France là récemment pour le mois WrestleMania. Voilà. Ils l'ont diffusé sur la télévision française, sur AB1. Effectivement. Effectivement, bah, la légende, hein, André le Géant. Hulk Hogan aussi, hein, n'oublions pas. Voilà, moi ça m'a marqué, je m'en suis jamais remis, hein, pour tout vous dire, Jean. Puis après, quand vous êtes arrivé en plus, hein, vous m'avez fait partir dans vos délires, donc c'est pas si simple d'en revenir après. Ouais, mais c'est ça, c'est merveilleux de pouvoir de se rendre compte tout à coup que tout est possible. On dit toujours tout est possible à la WWE. Et c'était vrai, c'est ce que j'ai réalisé très tôt, qu'il y avait tellement d'espace pour moi d'être moi dans un nouveau et d'accéder à ma propre folie. Oui, voilà. Que ma folie à moi était la bienvenue. Eh ben, dis donc. C'est pas partout, hein, ça arrive. C'est ce qui fait finalement un bon show de la WWE. Il y a peut-être d'autres facteurs, mais voilà, le fait de pouvoir partir comme ça, chacun dans son univers, et que les univers se fracassent les uns contre les autres. C'est peut-être ça le secret. Il faut qu'effectivement que le produit au départ soit excellent. Qu'est-ce qui fait l'expérience ou d'une émission complète, d'un pay-per-view ou d'un match. Quand on est tous ensemble à regarder un match, les commentateurs avec leur casque sur la tête, les yeux rivés sur leur moniteur et avec le ring devant eux à la fois, qu'est-ce qui fait? C'est qu'il faut que l'histoire au départ soit crédible, soit forte. Il faut que ceux qui jouent l'histoire, qui défilent, la jouent à fond, qui la croient eux-mêmes à fond, qui prennent l'histoire et qui non seulement y croient, mais ils font sortir des choses que même ceux qui ont écrit, ceux ou celles qui ont écrit l'histoire, ne se doutaient même pas que ce qu'ils avaient écrit pouvait aussi exploser comme ça, et que ceux qui commentent l'histoire, qui sont les raconteurs de l'histoire aussi, ils sont libres, ils sont ensemble, ils sont complices et qui sont emportés justement dans cette espèce de grand coup de vent, et que tout le monde, on est dans une espèce de flot et qui fait qu'on tripe, comme on dit au Québec. C'est ça. C'est le grand trip.
Ça se comprend en français aussi, ouais. Ouais, c'est le grand trip et ça vient de nos tripes en plus. Et voilà. Alors Un voilà. voyage sans retour. Oui, bah écoutez, moi je vous écouterai pendant des heures, hein, Jean, mais je crois qu'il va falloir qu'on arrive au terme de l'interview. Ça m'a fait grand plaisir de parler avec vous. Mais j'aimerais, en vous quittant, peut-être justement tous ceux qui vous écoutent et possiblement qui feront peut-être partager à d'autres. Je veux dire, l'émotion qui vous prend, Jean? Oui. Ça se sent. Ah. Ne me bouleversez pas trop, Jean. Ben, je ne fais pas exprès. Ça fait partie de ma folie à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux remercier tous les fans du catch de m'avoir accueilli, de m'avoir aimé, de m'avoir poussé dans différents aspects de moi que je ne savais même pas que ça existait. Et votre passion, vos passions de cet univers m'ont toujours nourri. Et ça a été un honneur pour moi d'être avec vous. Voilà. Ben, écoutez, ça a été un honneur de vous recevoir, Jean. Et puis au-delà de ça, je peux vous dire que vous nous avez fait rêver pendant des années et des années. Et pour ça, moi, je vous remercie aussi directement. Hein. Pour moi, ça fait aussi beaucoup de vous recevoir aujourd'hui. J'avoue que vous êtes quelqu'un qui compte dans mon existence, Jean. Bah, tant mieux. Bon, alors sortez vos mouchoirs, tout le monde. Sortez-nous, allez, on va pleurer un grand coup. D'ailleurs, au final, avant de partir, si jamais on peut, vous savez, vous pouvez aller me visiter sur mon site jeanbrassard.com. Pour des messages particuliers, vous pouvez me trouver sur Cameo, sur le site ou l'application Cameo. Et vous pouvez entendre ma musique aussi sur SoundCloud. Enfin, il y a bien des façons de me trouver. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, on se retrouvera bientôt. Mais j'en doute pas. Et on mettra tous les liens dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller effectivement visiter le site de Jean et le suivre dans ses travaux futurs. Ouais. C'est ça, exactement. Sachant que on doute pas quand même que vous reviendrez bien un jour faire un tour à la WWE. Il y a du programme à commenter. D'ailleurs, j'ai un appel pour le network français. Il y a tellement de programmes qui sont proposés actuellement, qui sont pas traduits. N'hésitez pas à penser à Jean, ça nous fera un énorme plaisir de le retrouver. Que ce soit pour n'importe quel programme de la WWE, il y a du contenu, les enfants. Il n'y a aucun doute. Sinon, écoutez, moi je file, je m'en vais dans Yosemite National Park pendant 10 jours. D'accord, on vous a tenu un peu trop longtemps, c'est vrai, Jean, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir, Ringside. C'était extrêmement sympathique de nous accorder un peu de temps. Et voilà, je vous remercie encore une dernière fois. Merci beaucoup, Jean. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, c'était Jean Brassard. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est @catchupcdc, Facebook, Instagram. On est sur Discord. Vous retrouverez l'invitation dans la description. Catch Up, c'est le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume inlassablement les émissions de la WWE et consorts. Désormais également l'All Elite Wrestling Dynamite toutes les semaines. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, c'est gratos. Et surtout, mettez des likes. On veut un maximum de pouces pour l'avenue de Jean Brassard. Voilà, je remercie encore une fois Jean pour son temps si précieux. C'est un grand honneur de le recevoir dans notre petit studio. Et je n'ai plus qu'à, les amis, vous remercier d'avoir écouté en espérant que ça vous a plu autant, justement, à écouter que nous à enregistrer. Je vous dis ciao, bye bye, c'était Ringside, à vous les studios.